Nos deux invités ont beaucoup de choses à raconter très intéressantes. Donc effectivement, on a présenté Sophie Archambault de Beaune, qui est préhistorienne, professeure à l'Université Lyon 3 et chercheur à ARSCAM, donc c'est une UMR en laboratoire archéologie et sciences de l'Antiquité, et Marie-France Mifune, qui est chercheure associée à l'UMR éco-anthropologie au Musée de l'Homme, au Muséum d'Histoire Naturelle, c'est la même maison. Donc l'idée de vous réunir ce soir, c'était pour une discussion autour des sensorialités d'aujourd'hui et du passé. Elle vient d'un article que vous avez coécrit dans un ouvrage à paraître, sous presse, on l'a dit tout à l'heure, dirigé par Vincent Battesti et Joël Cando, où vous exposez toutes les deux, dans des contextes très différents, les façons que vous avez de faire dialoguer les sensorialités d'un passé et d'un présent. On va voir que ce n'est pas tout à fait le même passé, le même présent, et notamment de vous servir de ce que nous savons des sens aujourd'hui pour réfléchir au sens d'hier. Alors, ce ne sont pas des objets faciles, les sensorialités. Même au présent, on se demande parfois comment on peut y accéder, notamment en tant que scientifique, par quelle entrée, par quelle méthodologie, comment est-ce qu'on fait? Et donc, ça se complique encore, évidemment, quand on se retourne vers le passé. Comment les hommes et les femmes préhistoriques touchaient-ils ou sentaient-ils? Ou comment est-ce qu'on peut savoir comment un musicien ressentait son instrument, même seulement il y a 30 ans? Ce sont des questions d'autant plus passionnantes qu'elles se posent dans des contextes où il n'existe pas, dans un cas comme dans l'autre, ou peu de traces écrites qui nous parleraient spécifiquement de cela. Alors, dans votre travail, vous devez reconstituer les choses à l'aide d'indices, d'hypothèses, d'expérimentations aussi. C'est ce qui est intéressant, on le verra, à la préhistoire comme dans les mondes contemporains. Et pour mettre ça en place, je dirais qu'il faut comme une sorte d'hypothèse de départ, une hypothèse qui peut paraître évidente, mais qui ne l'est pas. Il faut postuler que nous partageons tous et toutes sur la planète aujourd'hui. Ça nous paraît, j'imagine, à nous évident, même s'il y a certains qui en doutent encore, mais aussi à nos ancêtres, eh bien, il faut postuler une commune humanité. C'est cette commune humanité qui permet de mettre le passé en regard du présent, mais aussi de comparer les gestes de deux instrumentistes à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. C'est donc le point de départ que je voulais personnellement vous donner à chacune pour nous présenter vos travaux, à commencer sûrement par Sophie, parce que c'est vous, en tant qu'archéologue, qui allez chercher l'humain le plus loin de nous, et peut-être même, disons, en nous, en tout cas, a priori. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à présenter ce travail. Donc, je suis effectivement préhistorienne et au départ, j'ai travaillé beaucoup sur les outils en pierre, mais non pas en pierre taillée, comme le font la plupart des préhistoriens, mais tous les outils en pierre ramassés dans la nature et utilisés pour moudre, pour polir, pour frapper, etc. Donc, de fil en aiguille, je me suis intéressée à l'évolution de ces outils. Je me suis intéressée à l'invention de l'outillage aussi, au processus cognitif qu'il y avait derrière l'invention. Et puis, peu à peu, je me suis rendu compte qu'à travers l'étude de ces outils, soit par l'ethnoarchéologie, soit par l'expérimentation, on pouvait tenter de retrouver les perceptions sensorielles qu'il y a derrière. Donc ça, c'est un petit peu l'origine de ce travail. Et en sachant qu'effectivement, ce problème de commune humanité est très important, en tout cas en ce qui concerne la préhistoire, parce qu'on peut se demander à partir de quel moment on a affaire à la même espèce que nous. Et donc, le raisonnement, si vous voulez, est le suivant, c'est que la variabilité observée, en fait, reflète la manière dont les sociétés structurent leur expérience sensorielle, la façon dont les sens se combinent, en fait, c'est cela qui diffère selon les personnes et selon les sociétés. Et pour les sociétés récentes, par exemple, Alain Corbin a bien montré que les seuils de tolérance olfactive et auditive se sont modifiés énormément au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Et par ailleurs, on sait bien que la hiérarchie des perceptions est très variable selon les sociétés. Nous pensons en Occident le monde à partir de modèles visuels, mais ce n'est pas forcément le cas dans d'autres populations. On peut citer par exemple le cas des Hongis, qui sont des populations qui vivent dans les îles Andaman, qui est dans l'océan Indien, pour qui l'odeur est un principe d'ordonnancement de la vie. Mais si chaque société élabore un modèle sensoriel différent, le processus perceptif est bien le même pour tous les humains.
et il comporte 3 composantes principales. La stimulation, qui est de nature physique, qui est liée donc à l'information contenue dans l'environnement. Le système sensoriel, de nature physiologique, qui forme l'interface entre les stimuli et la perception. Et la perception ou les sensations, qui représentent le volet psychologique du processus. Ainsi, si nous faisons tous physiologiquement partie donc de la même espèce, nos organes des sens réagissent bien tous de la même manière, chez tous les humains, aussi bien passés que présents, mais nos perceptions sensorielles, elles, peuvent varier en fonction au niveau individuel ou collectif, par exemple en fonction du milieu culturel dans lequel on baigne. Alors par exemple, pour donner un exemple de différence innée, on s'est rendu compte que les Homo sapiens, donc les hommes mâles, les Homo sapiens mâles, apprécieraient davantage l'odeur du musc et de la civette parce que ces éléments ont des composants qui sont similaires à ceux de certaines hormones mâles, comme l'androstérone. Et d'autres facteurs peuvent également modifier et intervenir donc, dans les modifications du processus perceptif. Par exemple, alors il y a des choses qui semblent innées, qui semblent invariantes, comme par exemple la grimace des bébés qui exprime l'aversion à l'amertume, semble quelque chose d'inné et d'assez universel. Mais par contre, on sait qu'il y a des variations individuelles de sensibilité à l'amertume, malgré tout. Et on sait aussi que les nouveau-nés marquent des préférences dès la naissance, qui sont liées en fait au milieu amniotique dans lequel ils ont baigné pendant plusieurs mois, qui reflètent l'univers sensoriel et l'univers odorant de la mère, en fait. La variabilité du rapport au sensible donc, ne nous condamne quand même pas à l'échec, puisque le partage d'une même nature par tous les représentants donc de l'espèce n'est pas incompatible avec le fait que les perceptions sont conditionnées socialement et certains individus peuvent avoir une sensibilité particulière, donc soit naturelle, soit acquise par apprentissage. On peut citer par exemple l'exemple des musiciens qui apprennent à produire du rythme ou à discriminer des sons. Et pour ce qui est des hommes et des femmes de la préhistoire, donc pour revenir à mon sujet, si je peux montrer que ces individus faisaient des choix dictés par des modalités sensorielles semblables aux nôtres, dans ce cas-là, je peux les considérer comme suffisamment proches de nous pour les inclure dans cette commune humanité. Bon, je vais passer un peu vite. Alors évidemment, il y a des obstacles, il y a des difficultés, mais je ne vais peut-être pas m'apesantir là-dessus. Alors, je précise aussi que je travaille sur Homo sapiens, c'est-à-dire notre espèce, dont les plus anciens représentants sont datés pour l'instant d'environ 315 000 ans et ont été trouvés donc au Maroc, mais il est possible que notre espèce soit plus ancienne en fait et qu'elle se soit donc répandue en Afrique à peu près à cette époque-là, à partir de l'est de l'Afrique, avec une origine dans l'est de l'Afrique. Donc partir à la conquête des sensations va donc poser un certain nombre de problèmes et j'ai donc décidé de m'attaquer aux 5 sens. Alors c'est arbitraire puisqu'on sait que par exemple dans la Bible hébraïque on considérait qu'il y avait 7 sens et les spécialistes d'ailleurs considèrent aussi qu'il y a 7 sens et non pas 5. Mais bon, j'ai décidé pour des raisons pratiques de considérer les sens que l'on connaît tous, en sachant que pour le toucher et la vue, on a beaucoup plus d'informations et on peut essayer de retrouver les perceptions, tout simplement parce que ça se traduit par des vestiges matériels tangibles qui restent, qui sont parvenus jusqu'à nous. Alors que, évidemment, pour l'ouïe, pour le goût, pour l'odorat, là, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que je vais développer un petit peu plus le toucher et la vue que les autres sens. Et donc pour le toucher, on va voir qu'on a des données matérielles assez importantes et donc, qui est lié donc, au fait que les vestiges sont parvenus jusqu'à nous.
Et donc, j'ai travaillé à partir des traces qui sont visibles sur ces pierres. Donc, vous pouvez voir, par exemple, dans cet exemple, des stries, des traces d'impact. Sur l'objet de gauche, ici, je ne sais pas si on voit ma flèche. Ah non, on ne la voit pas. Bon, ben, ça fait... Ah ben non, je sais pas. Bon, ça fait rien. Sur l'objet qui est à droite, en fait, il y a des traces de poli également. Et donc, on peut en déduire que on peut déduire à partir des traces et de l'aspect des traces les gestes qu'il y a derrière. Si j'ai des stries linéaires, par exemple, bah, je sais qu'ils ont fait un mouvement d'avant en arrière sur la pierre, etc. Donc si j'ai des stries circulaires, au contraire, c'est que le geste de la main était circulaire. Évidemment, on couple ces observations à des expérimentations pour arriver à retrouver donc ces gestes. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y avait un véritable choix, c'est-à-dire que les gens ne faisaient pas n'importe quoi selon la nature de la matière première. Par exemple, s'ils voulaient moudre, eh bien, ils choisissaient des roches rugueuses, donc qui peuvent attaquer la matière et la réduire en poudre. Et de même, quand ils travaillaient les roches pour les façonner, s'ils travaillaient du grès, vous voyez ici à gauche un objet en grès, le grès c'est un matériau, c'est une roche qui est formée de grains agglomérés par un ciment naturel. Et donc c'est relativement fragile. Si on tape sur un objet en grès, il va se casser en fait. Donc il faut le travailler par des procédés qui évitent toute action violente, comme le raclage, ou les stries, le polissage, etc. Et à l'inverse, des roches extrêmement dures comme celles que vous avez à droite peuvent être travaillées par une percussion lancée, hein, pour reprendre le vocabulaire de Leroi-Gourhan, donc par une percussion. Et on s'aperçoit qu'en fait, ces gens ne faisaient pas de choix absurdes, c'est-à-dire qu'ils ne travaillaient pas le grès en tapant dessus parce que ça leur explosait. Et de même, le granit, si on essaye d'user du granit comme ça et de le façonner, alors il se dit passer quelques siècles. Donc, ils ne faisaient pas des choix absurdes. Et tous ces choix étaient forcément faits par le toucher, en fait. C'est-à-dire le choix de la matière première, et par la vue aussi, puisqu'on sait que, bien sûr, on utilise la vue en même temps que le toucher. Et on peut également, dans certains cas, alors là j'en viens à l'exemple le plus connu, l'exemple du silex, qui est une roche qui peut être cassée, roche dure, qui peut être cassée et qui permet d'obtenir des cassures lisses et conchoïdales. Et pour choisir un bon silex, apte à la taille, eh bien évidemment on va l'observer, mais on va aussi taper dessus pour écouter, pour voir s'il n'y a pas éventuellement des impuretés à l'intérieur. Donc on fait intervenir l'ouïe, le toucher, la vue aussi, parce qu'on voit aussi s'il y a des impuretés en surface ou autre. Et donc on peut voir que tous les sens, ou presque, sont sollicités dans le choix des pierres que l'on va travailler ou que l'on va utiliser. Alors là, je vous ai surtout parlé du choix de la pierre pour la travailler, mais il y a aussi pour son utilisation. Donc, on va effectivement ne pas choisir n'importe quelle pierre selon qu'on veut écraser du colorant, moudre de la roche. Si par exemple, pour un travail de mouture, on va combiner deux roches différentes pour constituer la meule d'une part et la molette ou le broyeur d'autre part, l'un des deux éléments devant être dans une roche abrasive. Là aussi, donc, pour pouvoir mordre la matière et la réduire en poudre. Ouh là là, le temps passe très très vite. J'ai combien de temps? 20 minutes? Oui. Ouh là là. Bon. Je vais aller un peu plus vite alors. Autre exemple, c'est le travail de l'argile. Alors, on a quelques exemples assez fameux de modelage, comme ici, par exemple, dans la grotte du Tuc de Doubert, en Ariège, où on a deux bisons absolument magnifiques qui ont été modelés, qui font à peu près 60 cm de long, le mâle et la femelle. Et dans cette salle, tout à fait au fond de la grotte, à 750 mètres de l'entrée, on a retrouvé des petits boudins par terre, ce que vous pouvez voir sur la photo en haut à droite. Et ces petits boudins ont été d'ailleurs, dans le temps, il y a très longtemps, avaient été interprétés comme des phallus rituels. Et puis un jour, la grotte a été visitée par un céramiste et qui a dit « mais non, mais ça, ce sont des résidus de travail. En fait, pour pouvoir travailler la pâte, pour pouvoir travailler l'argile, on va tester sa plasticité et donc
on frotte dans ses mains une boule, on en fait un petit boudin pour vérifier sa plasticité. Donc ce sont des résidus de travail en fait, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous dit quelque chose aussi de la perception du toucher et de la perception tactile des gens. Et d'ailleurs, on a même retrouvé dans d'autres sites, comme ici dans un site morave, quelque chose d'assez émouvant. Ce sont des résidus de travail d'argile, enfin de l'euse en réalité, qui est une argile très fine, avec les empreintes digitales dans les petits résidus de terre. Autre exemple intéressant qui nous fait sentir que ces gens étaient très proches de nous, j'ai beaucoup travaillé pour ma thèse il y a longtemps sur l'éclairage dans les grottes au Paléolithique. On a plusieurs types de lampes qui étaient des lampes en pierre alimentées avec de la graisse animale puis avec une mèche végétale. Et donc on s'aperçoit que les petites lampes les plus simples, c'est-à-dire qui n'ont pas de manches, qui sont juste creuses, façonnées ou même parfois naturelles, sont la plupart du temps en calcaire. Et on peut les tenir en dessous, il n'y a pas de problème, et on peut se promener dans la grotte avec. Mais par contre, le grès, donc vous voyez l'exemple en bas à droite avec la lampe expérimentale, le grès conduit beaucoup plus la chaleur. Ce qui fait que si on fait un petit godet comme ça en grès et qu'on le tient par en dessous, on va se brûler. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la plupart des lampes en grès que l'on connaît présentent un manche. Ce qui veut dire que même peut-être supportaient-ils mieux la chaleur que la douleur que nous, ça c'est possible, mais malgré tout, ils ont quand même fait le choix d'un certain confort, puisqu'on voit qu'avec une matière première plus conductible, qui conduit plus la chaleur, ils ont fait le choix donc de fabriquer des lampes avec un manche. Bon, j'aurais d'autres exemples, mais comme j'ai pas beaucoup de temps, je passe très très vite à la vue. Alors pour la vue, on a aussi pas mal d'informations parce qu'on a beaucoup de traces dans les grottes de passage. Alors évidemment, il y a l'art pariétal, bien évidemment, mais outre l'art pariétal, on a des traces de passage dans les grottes, des empreintes de pas. Vous pouvez voir par exemple ici à gauche l'empreinte de pas d'un petit bébé de 2 ans qui a marché dans la grotte. Évidemment, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec des adultes. Et on a évidemment les traces pariétales. Donc on a un certain nombre de vestiges, de passages, qui nous permettent de retrouver comment est-ce que les hommes se comportaient dans les grottes, dans quels espaces ils allaient. Et puis, on a effectivement aussi les indications concernant les lampes. Donc là, à l'époque, j'avais fait des mesures dans un laboratoire de métrologie, chez Kodak en fait, des mesures d'éclairement pour savoir quelle était la portée lumineuse des lampes, etc. On s'aperçoit que ça a une portée lumineuse assez faible, c'est comme une grosse bougie en fait. Et si on couple ça avec d'autres analyses dans les grottes, on a des résultats intéressants. Par exemple, il y a eu 4 grottes ariégeoises qui totalisent à L4 à peu près 5 km de galerie. Et alors, c'est pas moi qui ai fait l'étude, donc c'est une étude qui a été faite il y a longtemps. Et on s'est rendu compte que les hommes ou les femmes ont fréquenté ces grottes. Ils ont visité la totalité des galeries, sauf les galeries qui étaient à plus de 4 ou 5 mètres en hauteur. Même si elles étaient faciles d'accès, ils ne les ont pas visitées. Et on peut supposer que c'est parce que la portée de leur éclairage n'était pas suffisante pour voir l'entrée de ces galeries, que ce soit des lampes en pierre ou des torches. Donc ça, évidemment, c'est une déduction, mais c'est quand même assez remarquable de voir que jamais ils ne se sont engagés dans ces galeries pourtant accessibles, mais qu'ils n'ont probablement pas vues, en fait. Alors de même, on peut voir qu'il y a assez peu dans l'art pariétal de très grandes figures, parce qu'une lampe a finalement une portée assez réduite, ou même une torche. Et du coup, pour pouvoir faire des grandes figures de plus de 2 mètres, on en connaît quelques cas, mais assez peu, je vous ai mis un exemple ici, eh bien pour pouvoir voir simultanément la totalité de la figure, ça veut dire qu'il faut être plusieurs et qu'il faut disposer plusieurs lampes devant la figure. Voilà, ce genre d'études que j'avais faites pour calculer, donc en fonction de la distance à la paroi, la luminance et l'éclairement. Alors, autre chose intéressante, l'art pariétal est connu pour les figures animales. Mais en réalité, il y a beaucoup de signes aussi qui sont moins connus du grand public. Et on peut supposer que certains de ces signes étaient des signes, des points de repère en fait. Parfois, on a des signes étonnants qui sont sur des pendants rocheux.
C'est-à-dire que même pour nous, quand on se promène, enfin quand on se déplace dans la grotte, eh bien si on ne fait pas attention, on risque de se cogner la tête dans le pendon. Et parfois, il y a des signes rouges juste à l'endroit dangereux. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui encore, le rouge, c'est la couleur qui est la première couleur qu'on perçoit dans le noir quand on reste longtemps et qu'il y a une accoutumance à l'obscurité. La première couleur qui apparaît, c'est le rouge. Et puis souvent, les systèmes d'alarme aussi, c'est rouge. Donc ce n'est qu'une hypothèse, mais qui est quand même assez intéressante. Et ici, bon, très vite, un exemple de la grotte de Niaux, donc qui est en Ariège. Et on peut voir là où il y a le rectangle en bas à gauche. Donc, on rentre dans la grotte par l'accès se fait en bas à droite. Et on arrive à une sorte de carrefour. Et juste en arrivant au carrefour, sur la droite, il y a un énorme panneau avec beaucoup de signes noirs et rouges de toutes sortes qui ont été faits avec le doigt. Et ce panneau avait été appelé par l'abbé Breuil le panneau indicateur. Et effectivement, on a l'impression que c'est vraiment un panneau qui signale quelque chose. Voilà. Et puis, alors j'ai plus que 2 minutes, je vais aller très 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 vite. Pour Louis, on a très peu d'informations. Il y a eu des hypothèses qui ont été faites que certains choix artistiques dans les grottes ou même dans l'art de plein air plus récent auraient été faits en fonction de la réverbération du son, des propriétés acoustiques des parois. Mais ça reste assez hypothétique. Par contre, lorsqu'on trouve des vestiges d'activité dans des campements, dans des sites d'habitat, on peut en inférer les bruits qui étaient produits. Alors évidemment, on ne sait rien des échanges langagiers entre les gens, bien sûr, mais par contre, on sait par exemple qu'ils taillaient la pierre. Bon, là, quand on taille la pierre, il y a un bruit caractéristique que tous les tailleurs expérimentaux connaissent, qu'on reconnaît. Et d'ailleurs, là, c'est une citation de Jean-Loup Trassard dans son roman qui décrit donc ce bruit caractéristique. Donc, on peut inférer des activités que l'on retrouve, les bruits de la vie quotidienne qui étaient présents en fait dans l'habitat. Et puis, il y a des sons qui ont été produits intentionnellement aussi. Donc là, j'ai peu de temps, mais on a retrouvé des petites phalanges de certains animaux, en particulier des phalanges de rennes sifflantes. On a fait l'hypothèse que c'était peut-être des apos. Et puis, là, je rejoins un petit peu ce dont va parler tout à l'heure Marie-France, on a aussi des flûtes très anciennes. Les plus anciennes flûtes ont à peu près 40 000 ans. Elles sont en os d'oiseau, c'est-à-dire l'os d'oiseau, un os d'oiseau c'est creux, donc après il faut l'aménager, aménager des trous sur l'os. Donc on a des flûtes très anciennes, on a un exemplaire en ivoire qui est assez remarquable, mais la plupart sont donc en os d'oiseau, des gros oiseaux. Je m'arrête là parce que j'ai pas le temps de parler du reste, mais vous voyez, j'ai parlé 20 minutes 14 secondes. Donc c'est parfait, l'idée c'est de pouvoir garder justement un peu de temps pour que vous puissiez poser des questions. Alors, donc merci Sophie. Donc je vais effectivement faire la transition par rapport à la musique. Et donc me présenter en 2 mots. Donc je suis ethnomusicologue, chercheur associé donc, au Musée de l'Homme. Et donc j'ai travaillé sur les musiques de tradition orale au Gabon, donc en Afrique centrale. Et je me suis intéressée également sur la question de la performance et de son rôle dans la construction identitaire des communautés rituelles au Gabon. Et puis j'ai également étudié en fait les archives sonores, donc l'ensemble des enregistrements qui ont été collectés par les ethnomusicologues, et travaillé les questions autour de la conservation, de la valorisation de ces archives, et également donc la question de comment ces archives peuvent être utilisées dans la recherche et également pour les communautés pour se réapproprier des patrimoines parfois disparus. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Que nous racontent les gestes du présent sur les sensorialités musicales du passé? Alors, la musique est un mode d'expression commun à l'humanité. Il n'existe pas de société humaine sans musique. Et comme la langue, donc la musique est un langage universel. On utilise le sonore pour communiquer et pour exprimer des émotions. Et nous partageons tous un même corps, des mêmes organes sensoriels, et quand nous pratiquons la musique, quand nous écoutons la musique, on fait appel à l'ensemble de nos sens. Et le geste
qu'il soit vocal, instrumental ou encore dansé, eh bien, est au centre en fait de la performance musicale. Donc, quand on parle de performance musicale, quand on parle par exemple de la performance d'un musicien, eh bien, c'est le fruit de l'interaction entre le corps du musicien et son instrument. Et tout l'enjeu de la performance musicale du musicien, c'est de pouvoir adapter son geste. Par exemple, un guitariste qui va adapter le geste du pincé de la corde et également la position de ses doigts sur le manche, sur les différentes cordes, en fonction en fait de la manière dont il veut faire sonner son instrument, donc l'intention musicale qui est derrière. Et donc, dans la pratique, dans la performance musicale, on a différentes contraintes qui sont en jeu dans le geste du musicien. On a à la fois des contraintes mécaniques et acoustiques de l'instrument, c'est-à-dire qu'un piano, un violon, une flûte ne va pas sonner de la même manière. Ensuite, on a toute une contrainte au niveau du corps du musicien. On ne peut pas faire n'importe quel type de geste. On a également des contraintes liées aux normes musicales, aux règles en fait qui sont liées à la pratique musicale. Donc on n'aura pas les mêmes règles selon de la musique classique ou de la musique traditionnelle d'Amérique du Sud. Et dernière contrainte, ce sont les normes socioculturelles qui sont associées en fait à la pratique musicale, aux pratiques socioculturelles dans lesquelles les musiques sont inscrites. Donc tout ça pour dire que dans le monde, on a différentes façons de parler, différentes façons de chanter, de jouer d'un instrument et de danser. Et cette diversité des pratiques culturelles se fonde sur le fait qu'il y a différentes normes culturelles qui façonnent nos façons de communiquer ensemble et d'exprimer des émotions. Donc finalement, ce qui est universel, ce qui nous rassemble, c'est le fait que nous avons tous un même corps humain pour produire différents langages sonores, musicaux, dansés. Ce sont des langages qui sont culturellement construits, qui font sens pour chaque communauté et qui sont socialement reconnus. Et s'ajoute à cela l'environnement, qui soit naturel ou culturel, et les normes qui sont associées et qui vont façonner la façon dont on va pratiquer ces musiques, dont on va percevoir le monde, et également l'ensemble des représentations et significations qu'on associe aux musiques et aux pratiques culturelles. Un autre élément également, c'est que ces pratiques et ces normes, au cours du temps, évoluent, se transforment, en rapport en fait avec au gré des échanges en fait qui ont pu et des contacts qui ont lieu entre les différentes communautés. Alors, pour vous définir un peu ce qu'est l'ethnomusicologie, l'ethnomusicologie étudie la manière dont les humains produisent les musiques, ou plus généralement le sonore. Et donc, afin de documenter ces pratiques, l'ethnomusicologue va collecter les instruments de musique, va étudier leur mode de fabrication, les techniques de jeu associées, mais également les différents modes d'apprentissage, les différents modes de transmission, les différentes expressions vocales également, et va aller également enregistrer ces musiques pour étudier les langages musicaux et les environnements sonores. L'ethnomusicologue donc étudie les groupes humains qui pratiquent ces musiques et les pratiques socioculturelles, et il étudie également les systèmes de pensée, c'est-à-dire la manière dont les sociétés finalement conçoivent les musiques, catégorisent le sonore et les significations et représentations associées aux objets et aux pratiques. Donc là, je vous ai mis un mini échantillon d'instruments de musique qui proviennent de la collection des instruments de musique du musée du Quai Branly Jacques Chirac, puisque aujourd'hui, cette collection présente 10 000 instruments de musique. Donc là, vous avez vraiment un petit échantillon. Et donc cette collection s'est constituée au fil de l'eau au cours des missions ethnographiques qui ont lieu depuis la fin du XIXe siècle dans le monde entier. Et donc j'ai choisi quelques instruments. Donc vous pouvez voir
donc une flûte en bas de ce côté-là, ensuite un sifflet, un rhombe, des lithophones en pierre, un racleur en bois, un sifflet, corne et trompe. Donc ça, ce sont des instruments de musique qui sont pratiqués aujourd'hui. Et je les ai mis pour vous mettre en résonance avec ce dont a présenté tout à l'heure Sophie, donc des collections archéologiques, notamment du Musée d'archéologie nationale et du Muséum national d'histoire naturelle. Et pour vous expliquer qu'en fait, à partir des connaissances ethnomusicologiques, eh bien, on peut étudier les vestiges d'objets sonores du passé. Alors, bien évidemment, on ne peut pas retrouver les musiques, les rythmes, les mélodies, ni les circonstances dans lesquelles étaient pratiqués ces objets. Mais à travers l'étude de la manière dont sont fabriqués ces instruments, dont ils sont joués, eh bien, on peut émettre des hypothèses sur le fait que ces objets produisent du son et ont été utilisés à des fins spécifiques. Et on a pu les définir comme des instruments sonores car eh bien, leur mode de fabrication, leur propriété acoustique témoigne en fait d'un choix précis de fabrication. Comme disait tout à l'heure Sophie, si on veut faire sonner une pierre, eh bien, il faut pouvoir la tailler. Et puis après, ça dépend du type de pierre. Pareil pour une flûte en os. Il faut avoir des connaissances pour pouvoir ajuster les trous au bon endroit. Donc c'est pas quelque chose qui peut sonner tout seul sans intention préalable. Et donc une autre discipline qui vient compléter en fait l'ethnomusicologie, c'est l'acoustique. Donc l'acoustique, ça permet en fait d'étudier les propriétés acoustiques des instruments, notamment, mais également tout à l'heure dont parlait Sophie sur la question de l'acoustique de l'environnement sonore également. Et concernant les instruments de musique, eh bien, en étudiant la manière dont les différents instruments sonnent, à partir de l'étude des matériaux, de la forme des instruments et des modes de vibration de l'air, puisque quand on souffle dans une flûte, c'est c'est le souffle qui fait vibrer l'air. Quand on va pincer une corde, eh bien, c'est la corde qui va vibrer et qui va résonner. Et donc l'acoustique permet de reproduire des copies. Donc maintenant, avec la modélisation numérique, on peut modéliser des modèles d'instruments de musique et puis ensuite les reproduire et expérimenter des techniques de jeu. Donc voilà en ce qui concerne les musiques du passé lointain. Et maintenant, je vais vous présenter des recherches que j'ai réalisées donc, sur du passé plus proche. Donc des travaux de recherche que j'ai réalisés au Gabon, donc sur une harpe à 8 cordes qui est jouée spécifiquement en contexte rituel, notamment chez les Fan, les Mienné et les Tsogo. Et cette harpe est fondamentale dans chacun de ces rituels, puisqu'elle permet de faire le lien entre le monde terrestre et le monde spirituel. Donc ce sont les Tsogo à la base qui sont à l'origine de ce culte. C'est un culte des ancêtres exclusivement masculin. Et puis au cours du temps, les Fan, les Mienné ont été en contact avec les Tsogo à la fin du 19e siècle lors de chantiers forestiers lors de la colonisation française et ont emprunté, en fait, se sont initiés à ce culte, l'ont emprunté et puis ensuite l'ont transformé et ont donc modifié ces pratiques tant d'un point de vue musical que rituel. Donc donc voici un exemple donc, de harpe et donc je vais vous faire entendre un exemple. Donc la vidéo est un peu saccadée, mais bon, le son normalement fonctionne.
Donc voilà, et donc là, je vous ai présenté différentes populations, différents musiciens. Donc là, ce sont une pratique rituelle Fan. Là, c'est chez les Tsogo, chez les Mienné. Là encore, les Tsogo, la Fan et Masango. Donc vous pouvez voir déjà une diversité de tailles, de formes, d'instruments de musique, mais également entre les populations, mais également à l'intérieur d'une même communauté. Et donc je vais vous faire entendre maintenant un extrait chez les Tsogo. Et chez les Mienné. Alors, hop. Donc voilà, donc je suis partie sur une étude comparative en fait de l'ensemble de ces pratiques de la harpe chez les différentes populations. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, la question du geste du musicien est centrale en fait dans la performance musicale. Et donc pour pouvoir mieux comprendre la manière dont ces gestes sont réalisés, eh bien on a besoin de collecter des informations à différents niveaux. Donc d'un point de vue ethnomusicologique, de comprendre le contexte dans lequel est pratiquée cette harpe, l'apprentissage, les techniques de jeu et le langage musical du musicien. Donc on va étudier l'histoire du musicien, comprendre avec qui il a appris le jeu musical. Ensuite, il y a toute une étude autour de la fabrication de l'instrument, puisque entre les différentes populations, on observe des modes de fabrication différents. Et comme je vous le disais, l'acoustique de l'instrument, la manière dont va résonner l'instrument, va avoir un impact sur le geste du musicien. Et puis j'ai collaboré avec des acousticiens pour pouvoir faire des mesures acoustiques de ces instruments. Et puis également avec des biomécaniciens pour étudier le geste des musiciens. Donc là, vous pouvez voir en bas, ici, donc c'est une plateforme de captation en mouvement en 3 dimensions de l'Université de technologie de Compiègne, où donc avec un musicien gabonais, on a pu enregistrer en fait les différentes pièces en fait, à la fois donc l'étude du geste et l'étude de la musique, puisqu'il faut faire le lien entre ce que le geste va produire et le son. Et comment fonctionne cette plateforme? Vous avez différentes caméras infrarouges autour du musicien et des petits marqueurs apposés sur les différentes membres du musicien et articulations. Et c'est le mouvement et c'est donc la réflexion des ondes infrarouges sur ces marqueurs qui va être enregistrée. Et ça va donner une vidéo où on va avoir après via le logiciel donc tout un travail d'analyse et qui va donner un rendu, celui-ci. Alors c'est dommage parce que la vidéo est saccade, mais bon, l'idée c'est pour vous montrer qu'en fait, grâce à cette technologie, on peut faire une analyse fine en fait du mouvement, à la fois des doigts, à la fois des différents membres, et se baser sur des analyses quantitatives aussi de la manière dont sont réalisés les différents mouvements, d'un point de vue de l'ampleur des gestes, d'un point de vue de la variation oculaire des différents membres. Donc voilà. Un autre élément sur lequel j'ai travaillé et qui constitue ensuite la réflexion justement sur les questions de sensorialité du passé. Donc, comme le disait tout à l'heure Léo, c'est très compliqué en fait de
de discuter et de faire verbaliser aux musiciens leur pratique, en fait, la façon dont ils jouent, leur ressenti sur leur pratique. Et donc, voilà. Et donc, alors je vais revenir. Hop. Ça fonctionne. Donc, je me suis, voilà, je me suis demandé sur quoi je pouvais reposer sur les enregistrements sonores, voilà, qui peut être un support en fait de discussion avec les musiciens. Donc j'ai utilisé mes propres enregistrements puisque je travaillais chez les Fans au Gabon, mais chez les autres populations je n'avais pas ces enregistrements, donc je suis allée chercher des enregistrements qui ont été réalisés par Pierre Salé, un ethnomusicologue qui a travaillé au Gabon et notamment sur la harpe dans les années 60-70. Et donc voilà, et donc j'ai réalisé plusieurs expériences. Donc une première expérience avec un musicien avec qui j'ai travaillé en 2006 et qu'on s'était retrouvé en 2015 justement pour réaliser les études à l'université de Compiègne. Et donc je l'avais invité donc à réécouter ces enregistrements qu'on avait réalisés en 2006. Donc je vais vous faire entendre vite fait cet enregistrement. Donc voilà, et la même pièce en 2015. Donc, n'étant pas connaisseur, vous avez quand même entendu la différence entre ces deux versions. Et quand je lui ai fait écouter ces enregistrements, eh bien, la première réaction, c'est qu'il ne s'était pas reconnu dans ce jeu, dans la manière de chanter, voire même il trouvait ça pas très bon. Et donc du coup, cette première, donc pour moi, ça a été un peu un étonnement de se dire en 10 ans une évolution. Voilà, on peut avoir via le support sonore une micro-histoire qui se joue à l'intérieur, donc pour un même musicien, sur la manière de jouer. Son style musical a évolué en 10 ans. Et cette expérience montre que les enregistrements donc portent cette micro-histoire et qu'en fait, ça permet aussi aux musiciens de transformer cette identité musicale, mais aussi, donc ce qu'il m'a raconté quand il a entendu ces différents enregistrements, c'est que ça lui a remémoré des souvenirs de l'endroit où il jouait, avec les personnes avec qui il jouait. Donc, il y a toute une mémoire de souvenirs qui sont associés en fait à ces enregistrements. Et donc, pour faire vite, j'ai réalisé également ces mêmes expériences avec 2 autres musiciens, Fans également, mais cette fois-ci avec les enregistrements de Pierre Salé en 1965. Et là, je ne leur avais pas dit que c'était des vieux enregistrements, et l'idée c'était est-ce qu'ils pouvaient reconnaître déjà les pièces musicales qui étaient jouées. Et donc ils ont tout de suite reconnu sans problème les pièces. Donc pour moi, il y avait déjà une certitude que voilà, déjà il y avait une continuité, une permanence d'un point de vue du répertoire musical sur 50 ans. Mais tout de suite, ils trouvaient ça bizarre. Ils me disaient, c'est bizarre,
Qui est-ce qui joue ce type de... Ça ressemble à ce qui était pratiqué avant. Donc tout de suite, je leur ai dit, bon ben voilà, effectivement, c'est des enregistrements de Pierre Salé qui datent de 50 ans. Et donc tout de suite, ça les a tout de suite ramenés en arrière en disant, ah oui, donc c'est la pratique que faisaient nos parents. Et donc pour eux, c'était une certaine nostalgie de pouvoir réécouter ces enregistrements. Donc là encore, on a une certaine nostalgie, une mémoire personnelle qui est revenue à travers ces enregistrements, et aussi une volonté finalement de se réapproprier ce patrimoine collectif, c'est-à-dire que tout de suite ils ont dit, bon ben, on souhaite avoir ces enregistrements pour pouvoir les réécouter et retrouver finalement les gestes du passé pour pouvoir les reproduire aujourd'hui. Et je terminerai avec cette anecdote de terrain, où donc j'ai réalisé également ce même travail avec les Tsogo, et donc le musicien à droite. Et donc un des enregistrements, je l'ai fait entendre et il m'a dit « Ah mais c'est mon père qui joue ». Et donc, tous les enregistrements que j'avais fait entendre, on savait que la plupart des musiciens étaient déjà décédés, puisqu'ils étaient déjà vieux à cette époque. Et donc, j'ai pu retrouver le musicien voilà, que vous voyez là, Pierre Salé, qui a été filmé dans un film qui s'appelle Disumba, qui a été réalisé par Pierre Salé. Et donc, j'ai pu lui remontrer et lui refaire écouter ces enregistrements. Donc finalement, les archives sonores, et j'ai pris également cette photo qui me paraît assez amusante avec le musicien et toutes les personnes avec leur téléphone portable aujourd'hui qui enregistrent les musiques pour pouvoir avoir une certaine mémoire du présent. Voilà. Merci. Merci beaucoup Marie-France, merci beaucoup Sophie. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une question pour nos intervenantes? La première est toujours la plus difficile. Merci. Il me semble qu'il y a un instrument de musique, c'est peut-être beaucoup dire préhistorique, qui est un rond avec percé au milieu, un rhombe, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et est-ce que vous pourriez dater l'apparition de ces... Je crois que c'est une des premières apparitions de la musique ou de la sonorité volontaire avec un instrument, il me semble. Non, alors, on a plusieurs pendeloques, oui, souvent ovales ou allongées, oui, perforées. Et on a fait l'hypothèse, mais ce n'est qu'une hypothèse, qu'il s'agissait de rhombes. Ces instruments australiens qu'on fait pivoter très très rapidement et qui produisent un vrombissement en fait. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Ça peut aussi être dépendantif. Voilà, on ne peut pas l'affirmer. Ce n'est qu'une hypothèse. Les seuls instruments dont on est absolument certain, ce sont les flûtes et peut-être les phalanges, mais il ne s'agit peut-être pas d'instruments de musique. En tout cas, ce sont des instruments à produire du son, pas forcément de la musique. Mais tous les autres, alors on a aussi ce qu'on a appelé des lithophones, c'est-à-dire des lames sur lesquelles il taperait, mais tout ça c'est hypothétique en fait, parce qu'on a les éléments séparés, on n'a pas l'ensemble, donc ça reste très hypothétique. Bon, ben moi j'ai... Ah, c'est derrière. Bonsoir. Tout m'a intéressé dans les deux exposés. Cependant, pour le second exposé, en fait, j'ai acheté un enregistrement de musique Tsogo. Il y a 2 jours de ça. Et donc, en fait, donc je ne savais pas qu'il y avait des répertoires anciens, ou en fait, je ne savais pas qu'il y avait des répertoires anciens, ou du moins des répertoires qui reviennent à la mode, ou qui sont oubliés, ou peut-être est-ce qu'il y a un oubli de certains répertoires au Gabon ou en général? Au Gabon, c'est quand même des pratiques musicales qui sont assez vivantes, enfin qui sont très vivantes par rapport à d'autres pays, notamment anglophones en Afrique,
où on a des réinventions en fait de traditions culturelles et de traditions musicales. Mais effectivement, il peut y avoir des réinventions et on va dire, des musiques à la mode qui vont revenir grâce justement aux enregistrements qui ont pu être collectés, ne serait-ce qu'avec les chercheurs, mais aussi avec la radio, puisque je sais qu'il y a des archives sonores au Gabon qui, voilà, les musiciens vont aller écouter ces musiques, ces archives pour créer leur propre musique. Bon, je vais prendre la liberté alors de poser une question dans la foulée de celle de monsieur à Marie-France, mais quand je voyais ces enregistrements maintenant qui circulent via évidemment les téléphones portables, mais aussi les enregistrements que tu leur as donnés, et bon, évidemment, ça me faisait penser au langage parlé, au fait qu'on l'écrive ou qu'on ne l'écrive pas. C'est tout d'un coup ces musiques qui n'étaient pas nécessairement enregistrées sont enregistrées. Et je me posais la question, est-ce que tu penses, mais c'est de la pure spéculation, qu'en termes de circulation et de changement de la musique et d'évolution de la musique, est-ce que ça ralentit? Est-ce que ça a tendance à accélérer? Est-ce que ça diversifie? Aucune idée. En fait, on le voit après coup, en fait. Donc, effectivement, mais c'est intéressant de voir justement tous ces phénomènes, justement grâce au téléphone portable, via les réseaux sociaux. Le musicien avec qui, qu'on a vu tout à l'heure, avec qui maintenant vit au Gabon, s'enregistre tout le temps en fait et donc envoie ça à ses amis, à la communauté des personnes qui veulent entendre en fait et donc en fait on a tout un dynamisme en fait qui se crée, toute une circulation, et je pense que la création c'est toujours vivant en fait. Et en fait on s'en rend compte maintenant avec les enregistrements sonores qui ont pu être collectés au tout début du XXe siècle. On peut maintenant, en fait, étudier et analyser ces évolutions de ces musiques. Après, il y a aussi le risque de fixer ces musiques, notamment avec les questions justement de patrimonialisation, où en fait, ça peut être un risque à travers cette patrimonialisation de fixer certaines traditions musicales. Mais je pense qu'au contraire, là, justement, cette circulation de musique produit vraiment de la création et de la dynamique en fait au sein de ces traditions musicales. Merci. Alors j'ai une petite question pour Sophie. Mais juste, vous avez évoqué, Sophie, j'avais lu dans votre article aussi, en fait, toutes ces questions passionnantes de l'expérimentation en archéologie. Vous avez dit, quand on se promène dans les grottes, on a tendance à se prendre les murs aux endroits où ils ont mis des marques. Je trouve ça vraiment passionnant et je me demandais, dans la pratique archéologique, quelle place il y a justement pour cette réflexion, ce questionnement sur l'expérimentation, se balader, enfin, faire ces tests, ces sortes de tentatives dont vous parlez. Je sais qu'on s'applique par exemple à tailler des objets pour voir un petit peu comment ça fait. On expérimente absolument tout en fait. Alors disons qu'il y a des cas où on connaît les techniques, elles existent encore aujourd'hui. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'expérimenter, il suffit d'aller voir ce que font les gens. Le cas de la mouture par exemple, qui est encore pratiqué dans beaucoup de sociétés. Mais il y a des cas où ce sont des techniques qui ont pratiquement disparu ou totalement disparu. Et du coup, il y a plusieurs cas de figure. On peut savoir, par exemple, pour la taille du silex, il y a très très peu de sociétés aujourd'hui où on taille encore la pierre. C'est vraiment rare. Donc, les préhistoriens, certains préhistoriens ont développé des techniques de taille absolument incroyables. Ils ont passé des années et des années à apprendre. Et ils savent si bien tailler la pierre que lorsqu'ils étudient les résidus de pierre, de taille de pierre préhistorique, ils peuvent savoir si les gens qui taillaient avaient un niveau de compétence élevé ou pas, si c'était des débutants, des apprentis, ou au contraire des gens qui étaient des experts, etc. Donc il y a maintenant vraiment un degré d'expertise incroyable. Hein. Et puis, c'est vrai qu'on expérimente tout. Alors, en ce qui concerne la musique, pour revenir à la musique, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites pour essayer de savoir quels étaient les sons et les musiques qu'ils pouvaient produire. Mais on rencontre une difficulté énorme, c'est que ces flûtes ne sont jamais entières. On n'a que des fragments. Donc déjà, on ne sait pas si elles étaient ouvertes ou fermées. Est-ce qu'ils utilisaient l'os entier avec donc l'épiphyse, ou bien est-ce que c'était scié aux deux extrémités? Donc ça, c'est une première difficulté.
Et donc, il y a des gens de l'IRCAM qui ont essayé de jouer avec plusieurs variantes. Donc, flûte ouverte, flûte fermée, pour voir ce que ça donnait. Ça marche. Simplement, on sait qu'ils pouvaient produire de la musique avec, mais après, dire de quelle musique il s'agit, c'est impossible de savoir. On ne sait pas quels étaient les rythmes qu'ils connaissaient, etc. Mais l'expérimentation est dans tous les domaines absolument, et même pour les périodes plus récentes, hein, pour la construction des maisons, pour la fabrication des objets évidemment, même pour la cuisson des aliments, pour le travail des pots, enfin absolument tout est expérimenté pour essayer de mieux comprendre. Ça ne donne pas des clés de réponse automatiques, hein. Ça ne veut pas dire que ça se passait comme ça, mais ça donne, disons, un champ de possibles. C'est si ça marche. Et alors ça permet aussi d'éliminer certaines hypothèses. Quand on a des objets dont on ne sait pas du tout à quoi ils ont servi, on va faire différentes hypothèses, on va les tester expérimentalement. Si on voit que ça ne marche pas du tout expérimentalement, il y a des hypothèses qu'on va pouvoir éliminer. Et donc, comme ça, de proche en proche, on va pouvoir proposer des hypothèses plus ou moins vraisemblables, plus ou moins plausibles. De toute façon, on est toujours... Il y a les données, il y a les faits archéologiques, et puis après, il y a toujours une part d'interprétation qu'on essaye de réduire au minimum pour s'approcher de la plus grande plausibilité, mais il y a forcément nécessairement une part d'interprétation en archéologie en général, hein, de toute façon. Bonjour. Moi, je me demandais si on avait retrouvé des instruments dans des sépultures, tout simplement si les instruments avaient une quelconque, s'ils avaient une valeur particulière. Enfin, je pense à la préhistoire, hein, plutôt, ou si c'était des objets usuels sans âme, on pourrait dire. Oh, c'est ça ma question. Oui, on ne peut pas savoir ça. Pas savoir. Là, on est dans le domaine complètement de l'interprétation. Si ces objets avaient une quelconque signification symbolique, rituelle ou autre, c'est ça. Alors là, on peut toujours proposer des hypothèses, mais c'est extrêmement hypothétique. Là pour le coup, ah oui, non. Surtout que là, le contexte n'aide pas. On les retrouve dans des habitats, hein, dans des campements. Donc... on ne peut pas du tout savoir si c'était des objets triviaux. Ce n'est pas parce que ce sont des vestiges exceptionnels que ça correspond forcément à des événements exceptionnels. Là, attention. C'est comme les empreintes de pas dans les grottes. C'est très rare que ça se conserve. On en connaît très peu. Et du coup, par le passé, dans les années 1930, par là, quand on en a découvert, on s'est imaginé que c'était les traces d'empreintes, de cérémonies rituelles, de cérémonies de rites d'initiation, etc. Et on a fait justement cette erreur de considérer que parce que c'était des vestiges exceptionnels, ça correspondait à des événements exceptionnels. Et on n'en sait rien, en fait. On n'en sait rien. C'était peut-être tout à fait trivial, en fait, hein, pour s'amuser, pour faire de la musique, sans forcément qu'il y ait du religieux, du symbolique ou du rituel derrière. Hein. Après, pour compléter cette question du symbolique et du religieux, il y a la question aussi de la manière dont les objets ont été conservés. Ça peut être des instruments de musique éphémères, enfin en tout cas à partir de matériaux organiques qui ne sont pas restés aujourd'hui, mais qui pouvaient avoir une symbolique tout autant importante en fait. Et la question de la conservation en fait des instruments de musique, voilà, dans certaines cultures en fait, il y a des instruments de musique qui peuvent être hyper symboliques, hyper importants, mais qu'on va jeter, voilà, qu'on va pas conserver ad vitam aeternam sur des générations en fait. Donc voilà, la façon de concevoir et d'interpréter les objets, voilà, ça peut, voilà. On peut, et là, ça me fait penser à Pierre Pétrequin qui a travaillé sur les haches, les lames de hache fabriquées en Nouvelle-Guinée pour pouvoir mieux comprendre les lames de hache néolithiques. Et il s'est rendu compte, à sa grande surprise, que les plus belles lames de hache sont des lames banales, enfin qui ont une fonction utilitaire. Et les lames à valeur rituelle, parce qu'il y en a, eh bien, quand on les voit, elles ne payent pas de mine, en fait. Elles ne sont pas bien finies, elles ne sont pas polies. Et donc, c'est très contre-intuitif pour nous. Nous, on a tendance à penser qu'un objet qui a une valeur rituelle sacrée ou autre, ça va être un objet très travaillé, un objet très fini. Eh bien, chez eux, non, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que... alors, justement, ce sont les limites de l'ethno-archéologie, mais c'est aussi intéressant parce que ça permet parfois, justement...
de montrer qu'il y a des choses contre-intuitives. Et il faut se méfier de nos propres cultures, de nos propres habitudes culturelles, en fait, qu'on a tendance un peu à plaquer machinalement. Donc, voilà. Oui, merci beaucoup pour vos deux exposés, tout à fait intéressants. Je me demandais, vous avez parlé beaucoup d'humanité commune et de fonds communs. Est-ce qu'on peut dater l'émergence de ce type de langage sur la préhistoire et la recherche autour de cette notion de fonds communs? Est-ce que ça date de l'après-Seconde Guerre mondiale ou est-ce que c'est bien antérieur? Et est-ce que c'est une hypothèse ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se construire pour se consolider? J'ai pas bien compris à propos de l'origine du langage, c'est ça? À propos de fonds communs de l'humanité, à propos de la notion de fonds communs, qui est apparue dans une des slides. Vous m'entendez? Du langage aussi, c'est ça? Vous avez parlé du langage, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit à propos du langage. Oui, c'est à propos du langage utilisé dans les slides, autour de cette notion de commune humanité. Est-ce que la notion de fonds commun correspond à un certain moment de la réflexion archéologique qui a commencé à se développer? Quand je parle de commune humanité, je veux dire que physiologiquement, on est, même s'il y a des petites variations individuelles, comme dans toute population, physiologiquement, on a les mêmes organes d'essence, donc on reçoit l'information de la même manière. Mais après, c'est au niveau de la perception qu'il peut y avoir des différences culturelles, des différences collectives ou individuelles, et acquises ou innées. C'est ça mon idée. Hein. Je me demandais simplement, dans l'histoire de votre discipline, l'archéologie, est-ce que cette notion de fonds commun, d'après ce que j'ai pu lire, date de l'après-Seconde Guerre mondiale, ou est-ce que c'est une hypothèse beaucoup plus ancienne, qui daterait du 19e, voire du 18e, voire de l'Antiquité? Voilà, en fait, elle vous demande si, effectivement, du point de vue de la discipline archéologique, cette interrogation, ce postulat sur le commun de l'humanité, quand est-ce qu'elle apparaît, en fait, dans la discipline? C'est difficile à dire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au 19e siècle, c'est pas très comparable, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que jusque dans les années 1950, on imaginait une évolution linéaire de l'humanité. Avec Homo habilis qui s'était transformé en Erectus, qui s'était transformé en Sapiens, etc. Et donc, les choses étaient très simples. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'on sait que c'est une évolution buissonnante. Il y a eu plusieurs humanités, aussi curieux que ça puisse paraître. Il y a 100 000 ans, il y avait au moins 5 ou 6 espèces différentes sur Terre. Entre les Néandertals, les Denisoviens et d'autres espèces qu'on a découvertes qui sont moins connues. Donc c'est difficile de répondre à cette question en fait. Oui, parce qu'il m'avait semblé qu'après la Seconde Guerre mondiale, à cause de la Shoah et à cause des violences entre sociétés issues de la colonisation, etc., la notion de fonds commun de l'humanité a grandi dans le discours de l'UNESCO, au nom de la paix, au nom de la recherche d'un fonds commun. Voilà, je me demandais si c'est faux comme perspective. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai que ce qu'on dit, tous les discours interprétatifs sont évidemment influencés par notre présent, par notre propre culture. Et j'imagine que vous faites allusion à Lévi-Strauss. Donc effectivement, c'était dans les années 60, 70, par là. On a parlé beaucoup d'une commune humanité, etc. Donc c'est vrai. Et c'est amusant de voir, par exemple, avec Néandertal. Les Néandertaliens, au 19e siècle, quand on les a découverts, on a pensé que c'était vraiment le chaînon manquant entre le singe et nous, quoi. À la limite, on avait une vision extrêmement négative des Néandertaliens. On les considérait comme simiesques, etc. Et puis, peu à peu, ils ont été réhabilités. Et puis maintenant, on est tombé quasiment dans l'excès inverse. Alors, on sait que c'est quand même, ils ont des différences anatomiques évidentes avec nous. Cognitif, c'est plus difficile à dire, on ne sait pas trop, c'est très discuté entre spécialistes. Mais maintenant, on est tombé dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'on ne peut plus dire quoi que ce soit contre les Néandertals parce qu'on est dans une société où il faut faire très attention, ne pas critiquer, ne pas être raciste, ne pas être sexiste, ne pas être... Et du coup, c'est amusant parce que cette mentalité a finalement déteint sur les interprétations en préhistoire. Alors, je ne sais pas du tout si je réponds à votre question, mais ce que je veux dire, c'est que nos interprétations sont, qu'on le veuille ou non, et de manière consciente ou inconsciente, sont influencées par notre présent.
Alors, on essaye de réduire la marge et d'être objectif, bien sûr, mais c'est très difficile d'avoir une objectivité dans ce domaine. Un grand merci Sophie Archambaud-Debaume et Marie-France Miffune pour ces passionnantes présentations. Je crois qu'on peut à nouveau les applaudir. Merci.